commun. Ensuite, ce même principe a été mis en place dans un contexte plus général pour tous les pays membres de la région nord-atlantique au sommet de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe. Et selon la formule de ce temps-là, la sécurité devait être indivisible. Et donc, chaque pays avait le droit de choisir des alliés, mais aucun pays n'avait le droit de renforcer sa sécurité aux dépens des autres. En même temps, ce même document stipulait que aucune organisation sur l'espace euro-atlantique n'avait le droit de domination dans le domaine de sécurité sur tout cet espace large géopolitique. C'est quelque chose qui est complètement évident. Il n'y a pas besoin d'attirer davantage d'attention à cela. Nos collègues de l'OTAN, sous le leadership des États-Unis, qui dominent complètement l'Occident aujourd'hui, ce qui est complètement évident, eh bien, sont en train de violer leur obligation de ne pas défendre leur sécurité aux dépens des autres. Et aussi l'autre promesse qui consistait à ce qu'aucune organisation, y compris l'OTAN, ne pouvait dicter sa volonté aux autres. Donc, sur le plan pratique, quels sont les résultats de cette politique de l'Occident? Eh bien, c'était l'élargissement sans limite de l'OTAN vers l'Est. Nous avons mis des années pour essayer de prévenir que cela allait mal terminer, que toutes les promesses occidentaux ont été violées, que cela crée des menaces à notre sécurité. Et déjà, en 2009, nous avons émis une proposition, ce que nous avons ensuite formulé dans le cadre de l'OSCE, donc une proposition de ne pas renforcer sa sécurité aux dépens des autres. Et nous avons proposé un accord européen, un accord sur la sécurité européenne. La réponse était que cet accord n'était pas possible parce que les garanties de sécurité, eh bien, l'Occident n'était prêt à les donner qu'à ce pays qui était membre de l'OTAN. En même temps, cela voulait dire pour certains pays qu'ils devaient rejoindre les rangs de l'OTAN au plus vite s'ils voulaient profiter de protection. Donc notre approche dans les années 90 était complètement ignorée, ainsi que notre proposition de l'accord qui a été proposée par nous en novembre 2021. Le président a lancé une initiative de signature d'un accord entre l'OTAN et la Russie et les États-Unis qui stipulerait que la sécurité serait garantie pour tous les pays de cette région, y compris pour l'Ukraine, qui n'était membre d'aucun bloc politique. Une garantie que ces blocs politiques et militaires n'allaient pas s'élargir, un document qui formulerait et mettrait en place des garanties fiables pour tous les pays, ainsi les protégeant de menaces. Cela a été rejeté. L'Ukraine a continué à être traînée vers l'OTAN, poussée vers l'OTAN. On nous a dit que cela ne concernait pas la Russie. Il y avait des projets pour poser des armes offensives sur le territoire ukrainien. La Grande-Bretagne a déjà entamé la construction d'une base militaire navale. Et donc, il y avait clairement une intention de faire de l'Ukraine une sorte d'anti-Russie. Tout cela a été en fait des conséquences du coup d'État de 2014, lors duquel les nazis, les radicaux, ont accédé au pouvoir. Ils ont exigé que les Russes soient virés de l'Ukraine. Ils voulaient interdire la langue russe en Ukraine. Il y a eu des accidents graves avec la participation de combattants nationalistes. Et donc, par conséquent, certaines parties de l'Ukraine ont rejeté toute cette politique et au référendum ont voté pour tout autre cap. Ensuite, la guerre a éclaté et cette guerre a été arrêtée par les accords de Minsk. Eh bien, ces accords impliquaient tout simplement un statut spécial des régions orientales
de l'Ukraine, tout en respectant l'intégrité territoriale de ce pays. Tous les événements des 8 dernières années, le fait que les autorités ukrainiennes ont publiquement refusé de respecter ces accords en continuant à agresser le Donbass, le fait que ces accords de Minsk ont été ignorés, le fait qu'au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, des décisions et des résolutions ont été prises qui décourageaient plutôt le régime ukrainien d'entrer en dialogue avec Lugansk et Donetsk, et bien après tout cela, nous n'avions pas notre choix, ce qui a été dit par notre président d'ailleurs, que reconnaître l'indépendance de ces républiques pour protéger la culture russe, la langue russe, les médias russes qui ont été tout simplement bannis en Ukraine depuis des années. Des lois ont été adoptées en Ukraine encourageant la dissémination de théories de pratiques nazies. Donc en fait, le multilatéralisme, la multipolarité demandait l'engagement de tous. Je vous ai expliqué notre vision de la situation en Europe. Eh bien, vous voyez bien que les États-Unis ni l'OTAN ne pensent aucunement de la multipolarité. Les États-Unis, multipolarisme. Les États-Unis à l'ONU, lorsqu'ils proposent des amendements aux déclarations finales des conférences, disent toujours que nous sommes tous là pour respecter les droits de l'homme, l'état de droit, les valeurs démocratiques. Et bien sûr, nous ne pouvons pas contrer cela. C'est tout à fait évident, nous sommes d'accord avec ça. Cela est indiqué dans des accords, dans des traités adoptés par le monde entier, y compris la déclaration de 1948 sur le droit de l'homme. Nous sommes pour que ces accords universels continuent de poser une base de nos politiques, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Nous ne voudrions pas que ces valeurs qui ne sont pas disputées par nous soient accompagnées par des exigences néolibérales de respecter d'autres choses qui vont complètement à l'encontre de nos valeurs culturelles et religieuses. Mais la démocratie et l'état de droit, bien sûr, nous sommes pour. Qui pourrait être contre cela? Mais, et d'ailleurs, je voudrais également souligner que l'état de droit et les valeurs démocratiques, c'est quelque chose qui devrait également être respecté au sein des relations internationales, non seulement à l'intérieur des pays, mais également sur la scène internationale. Mais vous savez ce qu'on nous dit? Eh bien, on ne va peut-être pas le faire maintenant. Et donc, ainsi, ils refusent de prouver qu'ils sont vraiment là pour respecter la démocratie. Ça va à l'encontre du principe clé des statuts de l'ONU, sur lequel se base le multilatéralisme, le monde multipolaire. Selon les documents de base de l'ONU, nous devons tous respecter la souveraineté et l'égalité des États. Et ça, c'est quelque chose que nos partenaires refusent de faire. Ils ont proclamé un monde unipolaire. Madame Yellen, par exemple, le ministre des Finances des États-Unis, lors d'une de ses dernières déclarations, a clairement dit qu'il fallait contenir la Chine, parce que la Chine devient de plus en plus influente dans le domaine du commerce, de la finance, et ainsi de suite. Donc, il faudrait réformer l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, la Banque mondiale, pour assurer l'unipolarité de ces systèmes internationaux de commerce et de finance. Donc, j'essaie d'expliquer à la Chine que nous n'avons plus besoin d'un monde bipolaire. Et donc, il est temps de réformer ces institutions, ces instituts, parce qu'ils avaient été mis en place par l'Occident
sur la base d'ailleurs des mécanismes qui ont été proposés à d'autres pays par les États-Unis. Et donc les États-Unis ont forcé en fait les autres pays d'adopter ces mécanismes. Donc c'est comme cela que ces règles sont apparues. Et la Chine, jouant complètement selon ces règles, a su dévancer les États-Unis et occupe maintenant la première place dans l'économie mondiale. Et bien sûr, c'est quelque chose qui ne peut pas plaire à tous. Et donc, ce que l'Occident essayait de représenter en tant qu'un monde multipolaire n'était en fait qu'un système dont la destination était de faire tous les pays travailler et vivre selon les règles établies par les autres. Nous sommes devenus un pays membre de l'OMC, nous sommes un pays membre de la Banque mondiale, nous avons aussi joué selon ces règles. Mais du moment que il y a eu des pays qui ont dévancé les États-Unis, jouant tout à fait selon ces mêmes règles, comme la Chine, l'Inde et d'autres puissances. L'Occident a tout de suite décidé de réécrire ces règles. C'est comme si on déplaçait la cage au but au milieu d'un match de foot. Et donc, objectivement, aujourd'hui, il y a de nouvelles puissances économiques, de nouveaux centres de croissance économique. Bien sûr, l'influence politique vient avec la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, sont les pays membres de BRICS. Ils sont également pays membres du G20. Et donc, le monde aujourd'hui est, par définition, multipolaire, avec toutes ces puissances. Et donc, l'Occident voudrait que ces pays, ces nouvelles puissances, continuent à jouer un rôle de statiste, faire figuration. Mais il est impossible qu'un tel monde puisse tenir longtemps. Ce n'est pas tenable, ce n'est pas durable. Et donc, historiquement parlant, pour conclusion, et compte tenu de la politique internationale, eh bien, c'est nous qui avons raison. Les questions maintenant, s'il vous plaît. Monsieur Lavrov, pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre votre place dans un fauteuil pour plus de convenience, ou préférez-vous rester debout? Je peux rester debout. Alors, les questions. Première question. Monsieur Lavrov, souvent, lorsqu'on parle de la politique étrangère, on dit qu'il y a smart force, force intelligente, force dure, force souple. Pourriez-vous donner des exemples concrets de cela? Il y a plein d'exemples comme cela dans l'histoire, mais permettez-moi de me focaliser sur le temps d'aujourd'hui. La force dure, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est quand la force dure est appliquée pour résoudre les problèmes internationaux. Et bien sûr, le leader numéro 1 dans ce domaine, ce sont les États-Unis et leurs alliés. Ils ont bien dévancé les autres. Et les États-Unis, d'ailleurs, pensent qu'ils ont le droit, parce qu'ils sont une nation exceptionnelle, c'est Barack Obama qui l'a dit comme ça à l'époque, eh bien les États-Unis pensent qu'ils ont le droit de déterminer ce qui doit être fait dans telle ou telle région, complètement oubliant le statut de l'ONU, qui dit clairement que les pays ne doivent pas utiliser la force l'un contre l'autre, ne doivent pas menacer de l'utilisation de force, sauf deux cas qui sont mentionnés dans ce document. Quels sont ces cas? Autodéfense, individuelle et collective. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous protégeons, défendons les habitants du Donbass. Ils nous ont demandé de les protéger dans un contexte d'agression
par les militaires ukrainiens qui allaient croissant, jusqu'à l'agression des bataillons nationalistes. Et le deuxième cas de figure, la force peut être répliquée selon des décisions du Conseil de sécurité de l'Union. Alors, si l'on prenons les dernières 2 décennies, les États-Unis, sans aucune résolution du Conseil de sécurité, ont bombardé l'Yougoslavie, tout simplement parce qu'ils ont voulu défendre des droits que Belgrade aurait violés, les droits de la population du Kosovo. Ils ont bombardé en 2 mois, ils ont rasé des quartiers résidentiels, ils ont frappé des ponts, des chemins de fer, ils ont frappé le centre de télévision. Cela a été fait complètement ouvertement. Ils ont même touché l'ambassade chinoise lors de ces frappes. Il y a quelques victimes dans cette ambassade. Ensuite, les États-Unis ont pensé qu'en 2003, à l'Irak, un pays très lointain, quelqu'un fabriquait certaines poudres qui pourraient être une arme biologique ou chimique. Il s'avérait ensuite que c'était des mensonges. Mais sous prétexte de la lutte contre cette menace, une guerre a été lancée contre l'Irak sur le territoire irakien et cela a mis l'Irak en ruine. Et il n'a toujours pas repris son intégrité territoriale. C'était un pays, certes autoritaire, mais cela a complètement ruiné ses perspectives de développement. Ensuite, c'était la Libye de Kadhafi, où tout semblait aller bien, la qualité de vie était bonne. Le pays n'était pas si pauvre que ça. Et ensuite, ils ont décidé que oui, ok, ils sont assez riches en Libye, mais il leur manque de la démocratie. Ils ont bombardé la Libye. Et cela a viré à une catastrophe. Ensuite, ils ont voulu faire la même chose en Syrie. Et tout cela se passe dans une région qui se situe en des dizaines de milliers de kilomètres des États-Unis. Mais les États-Unis se croient en droit de s'immiscer dans les affaires de ces pays, d'intervenir là où ils veulent. Et maintenant, ils veulent que l'OTAN continue à s'élargir, sortir carrément au niveau global, s'approcher d'Inde, de la Chine. C'est cela, la force dure. Ensuite, en ce qui concerne la force souple, eh bien, c'est la diplomatie, ce sont des organisations internationales, c'est la mise en place d'associations culturelles, historiques, et dans plusieurs situations, ce type de force pourrait être efficace. Prenons par exemple les tristement connues, tristement célèbres révolutions de couleur qui ont été instigées par les États-Unis en Ukraine, en Géorgie. Les États-Unis ont utilisé des ONG pour insister sur l'organisation du 3e tour des élections, parce que c'était un candidat que les États-Unis n'aimaient pas, qui ne les arrangeait pas, qui a gagné lors du 2e tour des élections. Et donc, parfois, la Smart Force, force souple, pourrait être même plus dangereux que la vraie force, la force dure. Nous sommes pour le règlement pacifique des problèmes. Nous avons également certaines possibilités, un potentiel, je n'appellerai pas ça un potentiel du point de vue de la force tranquille, Smart Force. Eh bien, nous avons une possibilité de défendre notre vision sur la scène internationale. Nous avons beaucoup à dire. Nous avons des réponses au mensonge qui est promu par l'Occident en utilisant justement la Smart Force, force souple. Et ce que, par exemple, le régime de Kiev dit aujourd'hui sur la situation dans son pays, sur le fait que son pays n'est pas russophobe, et que L'OTAN est une menace pour notre sécurité. Voilà la charge de Moscou ce matin.